Bonjour Benjamin Lemoine. Bonjour. Vous êtes sociologue au CNRS et vous venez de publier L'Ordre de la dette, enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché aux éditions La Découverte. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, vous avez choisi une approche historique de la dette pour montrer que le recours au marché résulte avant tout d'un choix politique. Alors, je rappelle simplement que dans l'après-guerre, l'État français administrait sa dette via le circuit du Trésor, dont vous dites qu'il est le grand oublié de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionnait ce circuit du Trésor? Oui, en effet, c'est le grand oublié. On le retrouve aujourd'hui dans les manuels de finances publiques, mais sous la forme d'un petit encadré. Alors, on a parlé de moi avec cette approche même comme un paléontologue. Pourquoi? Parce que ce circuit du Trésor, ce serait la préhistoire de la modernité de la France qui progressivement a mis sa dette sur les marchés. Le problème de cette approche linéaire, un peu développementaliste d'une certaine manière, c'est qu'elle ne voit pas que quand on regarde dans les archives, ce système, ce circuit du Trésor, il était éminemment légitime aux yeux des acteurs. Il était très utile, il était pensé comme efficace pour la relance de l'économie. À l'époque, on est à la reconstruction, après la Seconde Guerre mondiale, et il faut absolument assurer un financement à l'État en toutes circonstances. C'est le terme des acteurs, une sécurité sur le financement de l'État. Et effectivement, on va mettre en place des moyens d'échapper, en somme, à la contrainte des marchés, à la contrainte des banques. Alors, l'État, grand renversement à l'époque, c'est une banque de dépôt. Il reçoit l'épargne, il installe un système de collecte publique de l'épargne, et puis il va aussi réglementer les banques. Il va les forcer à souscrire à sa dette. On appelle ça le plancher de bons du Trésor. Les banques doivent maintenir une certaine souscription et ne pas redescendre en dessous de ce plancher. Alors, qu'est-ce qui n'existe pas? Il n'y a pas de séance de marché. Et le prix de cette dette, les taux d'intérêt qui s'appliquent à cette dette publique sont fixés administrativement. Donc on est dans un total renversement de philosophie sur la manière dont l'État se finance, les techniques de financement. Alors à partir de quel moment est-ce qu'on bascule dans la dette de marché et quelles étaient les motivations à l'époque? Quels étaient les acteurs concernés par cette décision? Alors ça se passe très tôt. Dès les années 60, on a une contestation qui vient même de l'État lui-même en contact de certaines banques et de certains milieux financiers. Quel est le problème à l'époque des acteurs? C'est l'inflation. Il va y avoir un débat sur le fait de dire est-ce que ce circuit du Trésor, ce financement facile, est la cause de l'inflation? Et là encore, il n'y a pas de consensus. Certains considèrent qu'en effet, il faut démanteler ce circuit pour se discipliner sur l'inflation, d'autres considèrent que l'outil est neutre, comme aujourd'hui on dirait que la dette de marché est neutre, que c'est juste une technique. Certains acteurs à l'époque le disent aussi et expliquent que c'est plutôt les déficits budgétaires en eux-mêmes qui sont responsables du fait qu'on doive recourir à un financement excessif du Trésor. Et puis, il y a aussi l'idée que cet État banquier, cet État qui collecte l'épargne, il n'est pas légitime. Et aux yeux de qui? Aux yeux des banques privées qui cherchent à l'époque à retrouver un certain nombre de marges de manœuvre. Et qui sont les acteurs qui ont pris cette décision? Alors, ce sont des hauts fonctionnaires. Et puis, le coup de grâce, en quelque sorte, du circuit du Trésor, il est donné entre 1966 et 1968, à la fois par Michel Debré, qui est ministre de l'Économie et des Finances, et un jeune conseiller du Trésor, Jean-Yves Abraire, qui revient d'une mobilité aux États-Unis, où il a été fasciné par le fonctionnement de la dette sur les marchés financiers. Et puis, il va chercher à importer cela en France et à transformer l'univers financier français, en quelque sorte, via cette dette. Oui, alors justement, les États-Unis ont fait le choix, avant la France, de libéraliser leur dette. C'était finalement pas si illogique de sortir du système de dette administrée. Alors ça, c'est une question très importante parce que c'est la question de la contrainte internationale. Mais lorsqu'on regarde cette contrainte avec un regard, disons, de sociologue ou d'historien ou de sciences politiques, cette contrainte, elle est le produit effectivement d'alignement des différents États, d'une forme de mimétisme institutionnel en quelque sorte, mais on peut en interroger le fondement et ça n'est qu'une série de choix politiques, de choix de gouvernement qui décident que c'est le bon fonctionnement. Par ailleurs, si on regarde profondément le cas des États-Unis, c'est très intéressant parce que les États-Unis, en somme, vont aller moins loin que nous dans la mise en marché de leur dette, puisqu'aujourd'hui, on a toujours ce qu'on appelle une dette intragouvernementale aux États-Unis qui échappe totalement au marché, qui est le placement des fonds de la sécurité sociale en dette publique et qui n'est pas émise conformément à des procédures de marché. Donc il y a un vrai débat, je pense, aujourd'hui sur le fait de reposer ou non sur un seul instrument. Et la Banque centrale européenne, en quelque sorte, et la France, la zone euro, est allée encore plus loin que les États-Unis dans ce tout marché, dans le financement de l'État. Alors aujourd'hui, vous l'avez souligné dans une précédente interview, c'est la lecture budgétaire de la dette qui s'est imposée. À qui profite ce discours? Je pense que ce discours, il ne profite pas forcément à la démocratie d'une certaine manière, puisqu'il a pour conséquence qu'on discute
que d'une partie du problème. C'est un problème amputé, en quelque sorte. On ne regarde pas du côté des recettes, on ne regarde que la charge de financement de l'État. Et puis surtout, on ne discute pas de l'ensemble du système financier qui va de pair avec la dette publique, c'est-à-dire un système financier qui ne doit pas être inflationniste, qui doit permettre la compétitivité du coût du travail, et aussi qui ne réinterroge pas les conséquences d'une monnaie forte. Qu'est-ce que ça implique pour les politiques économiques et sociales d'avoir cette monnaie forte? Donc je pense qu'il y a un enjeu pour les campagnes présidentielles de débattre exhaustivement du problème de la dette et de mettre sur la table à la fois les techniques de financement, l'actif et le passif de l'État, et ne pas regarder que le drame de la dette publique. Eh bien, merci beaucoup Benjamin Lemoine. Toujours intéressant d'avoir une approche sociologique ou historique sur des problèmes économiques. Je rappelle l'apparition de votre livre, L'ordre de la dette, aux éditions La Découverte. Merci d'être venu nous le présenter sur Merci les à vous.